Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir passer à la cérémonie de remise de prix tant attendue pour la 13e édition des Grands Prix des régions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter notre directeur général Frédéric Desmarquettes pour ouvrir officiellement cette cérémonie. Voilà, chers amis, bonsoir. Merci d'être venus donc, à cette 13e édition des Grands Prix des régions. Comme vous le savez, ce Grand Prix récompense les meilleures initiatives menées à travers la France pour améliorer les services dans le secteur des transports. Ces initiatives ne peuvent que s'améliorer au cours des prochaines années, notamment avec l'aide des 100 millions d'euros promis par le gouvernement. 100 milliards, autant pour moi. Les initiatives que nous avons reçues cette année ont fait preuve d'adaptabilité face aux demandes des utilisateurs qui n'ont plus les mêmes habitudes de transport depuis la fin des confinements, face aux problèmes économiques, notamment au niveau de recrutement, mais aussi face aux enjeux écologiques qui voient les matériels et les réseaux verdir. Mais il y a également une autre forme d'adaptabilité, celle des hommes et des femmes qui, malgré les bombardements, les pénuries d'électricité, continuent à faire vivre un réseau qui est le seul lien entre les différentes régions d'un État déchiré par la guerre. Ce soir, nous récompenserons aussi, par le prix spécial européen, les hommes et les femmes du chemin de fer ukrainien qui, depuis 442 jours, travaillent sans relâche pour la survie de notre pays. Avant de rendre la parole à Nicolas, je souhaiterais également remercier nos chers sponsors qui sont SNCF Voyageurs, Transdev, SNCF Gare et Connexion, Keolis, CAF, Ubitransport et Unecto. Je rends la parole. Merci et à tout à l'heure. Merci Frédéric. Nous allons pouvoir passer au premier prix de cette cérémonie, le prix Pôle d'échange qui récompense les meilleures initiatives en matière de liaison entre les modes. Et pour ce premier prix, les nominés sont la région Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire. Pour remettre ce prix, j'appelle Didier Cazel, directeur général adjoint du groupe Keolis, à me rejoindre sur scène. Je précise pour l'ensemble des lauréats et des remettants, placez-vous le long de la ligne pour notre photographe. Alors Didier Cazel, je vous propose d'ores et déjà de nous dévoiler qui est la région lauréate, et puis j'appellerai le récipiendaire à monter sur scène. Bien, je suis très heureux d'annoncer que c'est le pôle d'échange de la gare de Châteauroux qui a été honoré par ce prix. Tout à fait, la région Centre-Val de Loire à travers ce prix pôle d'échange. Et j'appelle Gilles Averroux, maire de Châteauroux, à nous rejoindre sur scène. Alors, n'hésitez pas à vous mettre au milieu de la scène. Didier Cazel, tout d'abord, un petit bilan. Vous nous parliez l'année dernière des problématiques de recrutement. Où en est-on pour cette année? Comment se profile la rentrée 2023 pour Keolis? Et dans un second temps, même si on en a un petit peu parlé lors de la conférence juste avant, comment améliorer ces pôles d'échange? Je dirais que la situation des ressources conducteurs, elle est assez différenciée selon le territoire. Globalement, je pense qu'il y a un léger mieux par rapport à l'année dernière, mais il y a des territoires qui sont encore en difficulté. Donc je pense aux territoires proches du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse, et des territoires qui sont à proximité des grandes métropoles. Voilà. Mais il y a globalement un léger mieux. Sur Keolis, on a recruté 6000 conducteurs en 2022. Plus que l'année précédente. Donc on a fait un très très gros effort pour diversifier les sources de recrutement en innovant. On parle d'apprentissage, on peut parler d'innovation par la ressource, par le sport, d'insertion par le sport, de bi-emploi. Voilà, donc beaucoup d'actions qui ont été menées. Je voulais aussi remercier toutes les régions
qui nous ont beaucoup soutenus par des campagnes de communication, par le financement de formation de titre professionnel. Donc toutes les régions nous ont beaucoup soutenus. Voilà, on est dans un mouvement de longue durée, puisqu'on sait que le marché de l'emploi reste très tendu et que toutes les prévisions des experts nous disent qu'on sera durablement entendu. Ça veut dire que tous nos efforts, ils s'inscrivent dans le long terme. Mais voilà, on voit des rayons de soleil. Et pour l'amélioration de ces pôles d'échange, comment est-ce que vous imaginez la suite Alors déjà, c'est la 4e année consécutive que je remets le prix du pôle d'échange. L'année dernière, c'était à Agno, pour Agno. Et je vois, parce que je regarde un peu, ces pôles d'échange qui sont primés, et on voit que sur la durée, ils contribuent fortement au développement du transport public. Donc c'est d'évidence quelque part que d'adapter les pôles d'échange, c'est-à-dire les rendre accessibles aux mobilités actives, faciliter le parcours client, les rendre plus agréables et puis d'une certaine façon plus accessibles, est un point fort essentiel du développement du transport public. Alors effectivement, on parle de pôle d'échange, mais je parlais de la précédente conférence sur les gares routières et l'investissement nécessité d'investir sur les gares routières. Mais je n'oublie pas aussi, puisque comme on le dit, on est dans des parcours de bout en bout, il ne faut pas non plus oublier les points d'arrêt, alors plutôt scolaires, dans les territoires un peu de périurbains et territoires ruraux, où là aussi il y a des besoins de modernisation, même si on doit rester très très frugal. Mais c'est vrai qu'il y a des projets d'initiative pour les rendre plus sécuritaires déjà, par du marquage au sol de jour et de nuit, par les rendre un peu plus confortables en termes d'abri et d'assises, et avoir un minimum d'informations. Et donc ça, c'est aussi un point important dans cette continuité entre pôle d'échange, gare routière et point d'arrêt. Il y a beaucoup d'initiatives. Je parlais au président Gibelin de ce qui était mené sur la région Occitanie, sur Agde par exemple, planter des arbres pour que ça soit ombragé, voilà, pas mal d'initiatives en la matière, et c'est important. Moi, je suis très heureux, pour en revenir à Châteauroux, parce que c'est un très beau projet. J'ai connu le parvis de la gare Châteauroux avant et après, ça change du tout au tout, mais le président en parlera. C'est un très très beau projet et il aura encore d'autant plus d'importance que dans un an, Châteauroux sera un site olympique, et donc je pense qu'en termes de gestion de flux clients, ce nouveau projet aura une très très grande importance. Et puis je voulais aussi souligner le fait que Châteauroux est un acteur très actif dans l'innovation dans les mobilités. Il y a un centre d'essai de mobilité autonome à Châteauroux. Et puis, Châteauroux est un acteur aussi d'un projet dans le cadre de France 2030 autour d'innovation sur les mobilités collectives, autonomes et propres, et pour lequel on espère voir les réponses de l'État autour de ce très très beau projet prochainement, dans lequel Châteauroux est associé. Voilà, donc je suis particulièrement heureux que Châteauroux soit honoré par ce prix. Merci Didier Cazel. Gilles Averroux, c'est une véritable transformation de longue haleine qui renforce l'attractivité de la métropole de Châteauroux et la multimodalité aux abords de la gare. Comme l'a dit Didier Cazel, vous accueillerez une partie des JO l'année prochaine. Quelques mots sur cette réalisation et comment la métropole souhaite-t-elle encore aller plus loin ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être là ce soir devant vous pour recevoir ce prix Pôle d'échange. Effectivement, un projet avec un triple enjeu, une triple vocation. La première, on est dans les villes labellisées Action Cœur de Ville avec des programmes de revitalisation, et les aménagements urbains sont une partie très importante de ces dispositifs et de ce plan d'action Action Cœur de Ville. L'aménagement, et Didier Cazel le disait à l'instant, de la gare, avec toute la centralité et de la force qu'ont les gares dans l'aménagement des cœurs de ville, c'était il y a quelques mois encore un immense parking rempli de voitures. On le voit derrière moi, je regardais sur l'écran là, mais c'est vrai qu'on le voit mieux ici. C'était ici que des voitures. Vous sortiez de la gare, vous tombiez vraiment au milieu d'un vaste parking. Aujourd'hui, on a essayé de le végétaliser et on voit pas, mais ici vous avez une grande fontaine en fait, qui est un bassin avec des poissons et une animation. Donc c'est aujourd'hui vraiment un lieu de vie dont les habitants sont fiers. Et alors qu'ils n'étaient pas du tout fiers de leur gare, aujourd'hui viennent se faire prendre en photo devant la gare. Deuxième vocation, c'est évidemment la multimodalité.
avec cette gare qui est sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, avec les intercités, donc dessertes d'intérêt national, et puis la gare routière de la région Centre-Val-de-Loire, qui est au fond de la diapositive. Et le pôle de transport urbain, on a une particularité à Châteauroux depuis 22 ans maintenant, c'est la gratuité des transports. C'était la première agglomération à le mettre en place. Et donc une parfaite complémentarité avec désormais les modes doux, donc les pistes cyclables qui arrivent là et les lieux de sécurisation des vélos, entre autres. C'est aussi les trottinettes, tout autre moyen de transport ou de locomotion doux. Et puis le troisième objectif, troisième vocation, c'était une question d'image et d'attractivité de la ville. Didier Cazel le disait, on a la chance d'être parmi les sites olympiques, parmi les 3 sites olympiques hors Île-de-France qui vont avoir des épreuves entières, avec Marseille pour la voile, Tahiti pour le surf, et Châteauroux accueille les épreuves de tir. Pour la petite anecdote, la première médaille des Jeux olympiques l'année prochaine ne sera pas remise à Paris, mais à Châteauroux. Les épreuves de tir sont les premières. Et donc, c'était pour nous quelque chose d'essentiel d'avoir un lieu qui soit à la hauteur de cet événement international et qui donne une bonne image de la ville, de l'agglomération, mais aussi de la France. Et qu'on puisse passer de Paris au site olympique très facilement, sans avoir à se déplacer d'un site à l'autre pour changer de moyen de transport. Une très belle réalisation et on espère que ces premières médailles remises à Châteauroux seront françaises, bien sûr. Je vous invite tous deux à rejoindre le photocall pour une petite photo souvenir. Alors, juste devant le photocall, mais vous avez notre photographe. Nous allons passer au deuxième prix de cette soirée, le prix service routier, qui récompense un service innovant en matière de transport régional routier. Et pour ce prix, les nominés sont un petit peu spéciaux puisqu'il n'y en a qu'un pour 2 projets, l'Occitanie. Alors l'Occitanie a beaucoup œuvré pour son service routier. Pour remettre ce prix, j'appelle Michel Say, président de Réunir, à venir me rejoindre sur scène. Je vous invite à révéler donc bien sûr la région lauréate qui est l'Occitanie. Le projet qui est récompensé pour cette région. Alors c'est un projet c'est un projet innovant. Didier Cazel l'a dit tout à l'heure. Alors moi je voudrais d'abord vous saluer puis peut-être me présenter en un mot. Juste avant votre allocution, je vais appeler... C'est pas une allocution, hein, rassurez-vous. Hein. D'accord. Leur tourne. J'appelle Jean-Luc Gibelin, donc vice-président chargé de transport à la région Occitanie, à nous rejoindre sur scène. Et de cette manière, on pourra discuter aussi ensemble. Alors, donc c'est pour la campagne de recrutement pilote de ligne scolaire, le recrutement dont on vient d'aborder avec quelques mots. Michel Say, le recrutement dans les lignes de cars scolaires, c'est pour vous un sujet essentiel à réunir. Oui. En quelques mots, comment est-ce que vous accueillez cette réalisation et puis comment est-ce que vous vous inscrivez dans ces campagnes de recrutement? Bon, alors c'est un sujet pour toute la profession et c'est un sujet pour les 170 entreprises adhérentes de Réunir. Réunir, c'est une association de PME du transport routier de voyageurs. C'est 10 500 salariés, c'est 10 000 autocars, c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors vous l'avez dit, hein, les 2 sujets les plus qui nous occupent un peu en ce moment, c'est le recrutement, mais c'est aussi la transition énergétique. Alors comme la transition énergétique, c'est pas le sujet du jour, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Et nous avons eu aussi dans toutes les régions des initiatives qui ont été prises, différentes, qui ont été prises par chacune des régions. Et puis une s'est distinguée, en effet, c'est la région Occitanie, qui j'étais tout à l'heure avec mes collègues transporteurs d'Occitanie, qui ont été accompagnés par la région, par une initiative qui était très volontariste, qui a permis de recruter un nombre important de conducteurs. Et puis,
On a l'occasion souvent de débattre avec Jean-Luc Gibelin. On a un vrai sujet de fond. Vous savez que notre activité, alors c'est pas les modes lourds, au contraire, c'est la capillarité, c'est le transport scolaire, ce sont les lignes régulières en autocar, avec des contrats de travail pour nos salariés qui sont des contrats de travail à 500 heures, 900 heures maximum. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'attirer des conducteurs vers nos métiers. Donc voilà, ça nous permet aussi d'avoir un dialogue avec nos élus pour leur faire comprendre à quel point, eh bien, voilà, les grands rendez-vous sont devant nous. Il va probablement falloir réfléchir à l'évolution de notre convention collective, c'est une évidence. Et puis probablement aussi à l'organisation du travail dans nos entreprises. On parle beaucoup de la semaine des 4 jours, c'est valable dans beaucoup d'activités. Dans le transport de voyageurs, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, puisque notre activité principale, ça reste quand même, en tous les cas, importante, le transport des élèves. Nous transportons tous les matins et tous les soirs 2 millions d'élèves dans nos autocars. Voilà, avec une activité qui n'est pas cadencée, qui est à l'inverse. On embauche pour 1h30 le matin, 1h30 le soir. Vous voyez à quel point c'est compliqué. Donc, je voulais en profiter pour saluer cette initiative de la région Occitanie, pour saluer le travail de Jean-Luc Gibelin. Vraiment, je tiens à le dire, puisque beaucoup d'entreprises ont bénéficié de ces nouveaux recrutements. Voilà, donc merci Monsieur Gibelin, merci à la région Occitanie et bravo. Et merci Michel Say de réunir Jean-Luc Gibelin. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette campagne que vous avez lancée en 2022 et nous dire quels résultats est-ce que vous avez eu aujourd'hui? Alors, cette campagne, elle a été en plusieurs temps. Ça a été, comme vous le voyez à l'écran, d'abord un visuel qui a été mis en place pour attirer l'attention, qui a été mis à l'arrière de nombreux véhicules, qui a fait l'objet d'un soutien sur les réseaux sociaux. Et je veux, dans ce cadre-là, remercier les services de la région qui y ont contribué et les services des transporteurs qui s'y sont pliés avec beaucoup de grâce. Nous avons réalisé des journées portes ouvertes dans les entreprises qui ont vraiment joué le jeu là aussi de manière importante et qui ont permis de rendre concret le travail de pilote de ligne scolaire, puisque c'est le terme que nous avions retenu, mais qui ont permis que des jeunes et des moins jeunes puissent voir concrètement ce que c'était que d'être assis au volant d'un car, ce que c'était que de discuter aussi avec des conducteurs qui étaient présents et d'avoir ce travail de lien qui a été vraiment important. Ça s'est traduit de manière intéressante, ça vient d'être rappelé, avec un nombre d'embauches significatif, plus important que les années d'avant, mais je veux insister plutôt sur un chiffre, c'est plus de 80% de celles et de ceux qui ont été embauchés étaient demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que nous sommes allés vraiment chercher celles et ceux qui n'étaient pas venus. Il y a eu évidemment un certain nombre de reconversions, mais pour l'écrasante majorité, 80% étaient demandeurs d'emploi, et donc par ce biais-là, ont pu être réintégrés dans l'emploi, et c'est pour nous évidemment un point très important. Permettez-moi juste de dire un mot sur l'autre projet, puisqu'il se trouve que les deux étaient de la région Occitanie. Et je veux juste le pointer. C'est un projet aussi dans le service routier, mais c'est un projet important parce que c'est en lien avec ce qui était indiqué tout à l'heure. C'est un projet de liaison avec les transports espagnols sur le pays catalan, avec cette volonté d'échange par le transport routier, en échange aussi avec nos amis catalans. Et je trouve qu'il est intéressant dans cette période de montrer qu'il y a la possibilité de faire des ponts, de faire des liens. Comme ça a été rappelé tout à l'heure par votre président, c'est utile de parler des liens plutôt que de parler des bombes. Donc c'était pour nous important d'avoir aussi ce travail de lien dans le cadre du pays catalan. Merci Jean-Luc Gibelin. Voilà, Monsieur Gibelin, donc j'ai le grand honneur et le plaisir de vous remettre ce prix, et puis merci pour tout ce que vous faites pour le transport. Merci à vous. Je vous laisse vous diriger
diriger également vers le protocole pour la photo commémorative. Nous passons au troisième prix de cette cérémonie, le prix de la gare de l'année, qui met ici en avant une gare qui aura été la meilleure ambassadrice de sa région. Et pour ce prix, les nominés sont la région Normandie et la région Nouvelle-Aquitaine. Et pour remettre ce prix, j'appelle Florent Kunc, directeur des gares régionales chez SNCF Gare et Connexion. Alors Florent Kunc, je n'ai pas cité votre titre complet puisque la région est dedans. À la place, je vous laisse révéler qui est le lauréat. Ça n'a absolument rien à voir d'ailleurs du fait que je viens en Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. Donc c'est La Rochelle, la gare de La Rochelle effectivement est lauréate et je suis très heureux de les récompenser aujourd'hui. Et j'appelle pour recevoir ce prix Rémi Justinien, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, et Séverine Lacoste, vice-présidente à La Rochelle Agglomération, à venir nous rejoindre sur scène. Messieurs, dames, bonsoir. Florent Kunc, Gare et Connexion contribue à rendre les gares meilleures, plus accessibles, plus modernes, et à en faire des véritables lieux de vie pour la population. Quelle ambition pour les gares de France à travers ce bel exemple de la gare de La Rochelle ? J'ai envie de dire un petit peu dans la suite de ce qu'on disait tout à l'heure que finalement La Rochelle, ça a coché toutes les cases. Donc c'est une gare sur laquelle il y a de nombreux projets qui ont été réalisés. On peut parler de la mise en accessibilité. On parlait tout à l'heure de pôle d'échange multimodal, mais il y a vraiment une réflexion d'ensemble qui a été menée sur la gare de La Rochelle. L'ensemble du parvis a été réaménagé. On a également la passerelle qui crée un lien urbain au niveau de La Rochelle, qui est une passerelle vraiment monumentale. On a tout un ensemble de services aussi qui ont été créés autour de cette gare. On pense au mode doux. Alors c'est vrai que La Rochelle se porte particulièrement bien à tout ce qui est mode doux. On n'a pas beaucoup de cols dans ce secteur-là, donc ça marche plutôt pas mal. Et donc on a une vraie envie de développement. Et juste, je pense qu'on l'a vécu ensemble probablement. Une anecdote qui montre bien l'engouement que peut créer finalement un nouvel objet comme celui qui a été posé sur La Rochelle. Je me souviens de l'inauguration qui avait eu lieu en novembre de l'année dernière. Et d'ailleurs, on avait tous convergé finalement pour aboutir à la date fatidique du centenaire de la gare. Elle fêtait ses 100 ans et finalement, on était là en train d'inaugurer l'ensemble du pôle d'échange multimodal, la passerelle. Et franchement, je le dis vraiment très sincèrement, ça a été un moment impressionnant à titre personnel dans ma vie professionnelle. Ça donnait l'impression d'être presque sur un concert de rock. Il devait y avoir 5 à 7 000 personnes. Imaginez un peu, c'était un samedi, on avait de la chance, il faisait extrêmement beau. Les Rochelais se sont appropriés le secteur, ils se sont appropriés la passerelle, ils sont venus sur le parvis. Alors il y avait un spectacle qui était fantastique, son et lumière, et on a senti vraiment que ça a créé du lien sur le territoire, et c'était vraiment quelque chose de très très fort, et on sentait que ça répondait vraiment aux attentes des Rochelais. Alors on a de la chance sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est que on a eu il y a pas si longtemps Limoges, plus belle gare de France, mais là je pense que on va être ensemble pour le coup d'après, c'est obligé. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Rémi Justinien, ce sont d'importants travaux de réaménagement qui ont été réalisés. Quelques mots sur cette belle gare et dans un second temps, quel programme pour les autres gares de la région ? Oui, bonsoir à toutes et tous, ravi d'être là. En plus, le prix est remis par le directeur régional, donc c'est quand même une chance et un honneur. Et puis, j'ai la chance je lui ai donné la parole quelques secondes avec Séverine Lacoste, qui est conseillère municipale et vice-présidente de l'agglomération de La Rochelle. C'est un partenariat en commun aussi avec l'agglomération de La Rochelle. Bon, vous le voyez, ça se passe de commentaires. C'est une architecture qui est, mais on le voit quand même, cette partie-là qui est quand même absolument magnifique. On dirait un phare, ça tombe bien, on est au bord de l'océan. Et au-delà de cette magnifique architecture, d'abord, c'est la 3e gare de Nouvelle-Aquitaine, après celle de Bordeaux et de Poitiers. Mais c'est un lieu où on arrive et tout de suite, c'est fabuleux parce que le Vieux-Port est à quelques centaines de mètres. On peut aller déguster très très rapidement des langoustines et des huîtres. C'est souvent ce que les gens viennent chercher à La Rochelle, mais pas que. C'est là où on vient bénéficier des Francopholies, qui est notre festival quand même important. Et pour la partie professionnelle aussi, le Grand Pavois,
qui est un salon nautique d'ampleur nationale et internationale. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a SNCF Voyageurs dans la salle, sans doute, mais ce serait intéressant d'en discuter avec SNCF Voyageurs pour voir comment est-ce qu'on met des TGV, on rajoute des TGV, faire venir, parce que je crois savoir que le salon de Paris, le salon nautique de Paris, n'a plus le vent en poupe. Voilà, donc passe la parole à Séverine, mais en tout cas, merci beaucoup de ce prix. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bon, vous l'aurez compris, on était déjà très très fiers de la gare de La Rochelle et ce prix nous rend encore plus fiers. Alors effectivement, c'est une photo avant. Alors on peut pas se rendre compte vraiment de l'aménagement, de tout l'aménagement qui a été fait autour de cette gare. En tout cas, aujourd'hui, ça la met en valeur, mais pas que. Ça met en valeur tout le quartier autour de la gare. Et elle est beaucoup plus accessible aujourd'hui, on l'a dit. On avait des soucis d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, sur cette passerelle, un ascenseur à chaque fois descend sur chaque quai. Et donc, fini les problématiques avec les valises à porter dans les escaliers. Donc, c'est une gare très accessible aux personnes à mobilité réduite, mais également très accessible, puisque maintenant, on a une entrée côté entrée sud de la ville. Et du coup, ce qui rend plus facile l'accès à la gare aussi. Nous avons un parvis qui n'a plus du tout de véhicules et qui est aussi en voie de végétalisation. Et donc, nous avons désormais, avec cet aménagement, une très, très belle gare. Donc, un grand merci pour ce prix. Bravo à la gare de La Rochelle. Si vous permettez juste un complément, parce que effectivement la communauté d'agglo de La Rochelle finalement a récupéré une délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble. Merci. Oui, il va me revenir. Pour l'ensemble des aménagements, mais je pense que ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'elle a ceci d'exemplaire, qu'elle a finalement fédéré un nombre de financeurs et de partenaires importants. On va de l'agglomération, la ville, le département de la Charente-Maritime, la région, l'Europe, l'État, enfin SNCF Réseau, SNCF Gare Connexion. Donc on voit vraiment à un moment donné, quand on se met tous finalement autour d'un projet fédérateur, d'abord on réussit à être au rendez-vous et finalement on fait un super objet et content de pouvoir le concrétiser, cette récompense en Nouvelle-Aquitaine auprès de La Rochelle. Eh bien, je vous laisse remettre le prix aux représentants de la région et de La Rochelle agglomération. Voilà, avec mes félicitations. Et nous passons à un nouveau prix, le prix de l'innovation, qui récompense une innovation dans des domaines variés. Ça peut être de la billettique, de l'information, de l'exploitation, des matériels roulants, des aménagements intérieurs, extérieurs. Et pour ce prix, les nominés sont la région Sud et la région Pays de la Loire. Pour recevoir... Pardon, non, il n'y a pas de remettant. Je vous révèle donc de suite qui est le lauréat. Et c'est la région Sud pour le verdissement de sa flotte de bus dans les Alpes-Maritimes. Pour recevoir ce prix, j'appelle Jean-Pierre Cérus, vice-président à la région en charge des transports. Bonsoir, monsieur Cérus. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Alors Jean-Pierre Cérus, c'est une brique de plus que l'on ajoute à l'édifice de la nécessaire transition écologique à opérer dans les transports. Et la région a, à ce sujet, un plan climat. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement et nous dire comment cette réalisation s'y inscrit ? Nous avons un plan climat, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir un plan climat. Peut-être la spécificité, c'est que très tôt, dès 2016, dès 2017, on a décidé, dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'était la volonté du président Renaud Muselier et de son exécutif, que le plan climat, comme je disais tout à l'heure, soit la boussole principale. Pas l'une des boussoles, la boussole principale. Nous voulons garder une COP d'avance. Je vous rappelle que la COP 21, c'était 2015, et on voit que nous avons pris du retard, collectivement, par rapport à la COP de 21. Donc, conscient que l'échéance de 2030 était essentielle, en particulier sur celui de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, on a évidemment aujourd'hui mis deux démarches absolument très simples en place. La première, nous votons des budgets où chaque ligne budgétaire est qualifiée par rapport à son impact sur notre plan climat. De très favorable jusqu'à favorable, rien ne passe lorsque ce n'est pas favorable. Il y a évidemment des politiques qui sont neutres, je pense à la culture et au sport, mais sinon tout est passé là-dessus.
Et ensuite, les transports représentant 30% des émissions de gaz à effet de serre, évidemment, nous avons une deuxième démarche, c'est celle qui est de concentrer les investissements sur les compétences qui sont les plus sensibles. Si on prend l'exemple des autocars, sur la Côte d'Azur, nous avions une délégation de service public qui s'arrêtait en 2021. Donc, dès 2019, les décisions ont été prises. Cahier des charges, il y avait la gestion d'une flotte électrique. C'est 12 millions de voyageurs. C'est significatif. On va faire ça, évidemment, dans les 6 départements, au fur et à mesure, évidemment, des échéances. Nous avons subventionné. Ça coûte à la région 8% de plus que si nous n'avions pas mis cette clause. Nous avons investi 32 millions d'euros sur la durée du contrat de 8 ans pour que les 2 opérateurs, bravo à Keolis, bravo à Transdev, l'un a 2 lots, l'autre a 1 lot. Au total, aujourd'hui, dès 2023, c'est 140 autocars électriques. Ils seront tous en fonction d'ici la fin de l'année. Et nous avons, pour des raisons de topographie, 25 autocars qui sont au bio-GNV sur le lot de Transdev. Mais au final, en 3 ans, nous aurons décarboné la totalité des autocars de la région sud sur le département des Alpes-Maritimes. Et bravo pour cette belle réalisation. C'est une réduction de 110 000 tonnes de CO2 pendant la durée du contrat. Très honoré de vous remettre le prix. Nous passons au prix de l'offre intermodale qui récompense une initiative ou une réalisation facilitant ou encourageant l'intermodalité, les correspondances donc entre les modes. Pour ce prix, les nominés sont la région Normandie et la région Grand Est. Pour remettre ce prix, j'appelle Sylvain Picard, directeur délégué France chez Transdev, me rejoindre sur scène. Et je vous propose de révéler qui est le lauréat de ce prix. Eh bien, écoutez, j'ai le grand plaisir de dire que le vainqueur cette année sera la région Normandie, et donc Jean-Baptiste Gastine, son vice-président, qui est là, que j'accueille volontiers sur scène. Et tout à fait, la région Normandie pour sa tarification intermodale intégrée sur 2 territoires de la région. Jean-Baptiste Gastine, bonsoir, vous êtes vice-président à la région Normandie en charge des transports. Tout d'abord, Sylvain Picard, c'est une très belle action en faveur de la multimodalité. Quelques mots sur cette réalisation, puis en tant que fin connaisseur de la région Normandie, où vous avez passé de nombreuses années, je vous propose d'élargir le périmètre à d'autres actions multimodales. Alors écoutez, effectivement, en tout cas, je suis ravi d'accueillir Jean-Baptiste Gastine en tant qu'ancien directeur du réseau du Havre et ancien directeur régional de la région Normandie. Écoutez, je connais bien cette région. Il faut nous tous les 2 Havrais. Hein. Voilà, on est tous les 2 Havrais. Voilà. Et donc cette offre intermodale, cette intermodalité sur les transports, là on va récompenser 2 actions qui sont autour dans l'agglomération de Caen et de Cherbourg. Mais donc il y a déjà, je sais pas, plus d'une dizaine d'années que ça fait déjà le cas au Havre où le TER est intermodal et donc avec, je crois, 90-95% de la fréquentation qui a lieu, qui prend la tarification urbaine pour utiliser le train. Donc voilà, et donc la région Normandie a structuré son réseau avec une marque récente, Atomode, enfin déjà de quelques années, et puis aussi avec une tarification. On parlait tout à l'heure sur la table ronde d'un support unique. Voilà, il y a la marque Atomode qui a été lancée il y a maintenant plus de 10 ans, je crois. Et donc, voilà, le sujet de l'intermodalité est un sujet qui est vraiment travaillé depuis longtemps en Normandie. Évidemment, il y a d'autres réalisations ailleurs, mais toutes les régions y travaillent, on l'a vu tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Pour cette action, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter particulièrement par rapport à cette réalisation ? Alors, en fait, il s'avère que j'ai participé à l'offre de transport du Cotentin, puisque donc le territoire s'est agrandi et les 80 000 urbains ont accueilli 100 000 ruraux quand la communauté d'agglomération nouvelle du Cotentin s'est créée. Et donc on a créé cette offre pour
pour l'intermodalité. Au moment où on a créé l'offre, le TER n'était pas encore avec la tarification urbaine. Si je dis pas de bêtises, je ne vais pas spoiler le discours de Jean-Baptiste, mais peut-être on est passé d'un tarif de 8 € sur un Valogne-Cherbourg à 1 € aujourd'hui. Et donc, avant de passer la parole Jean-Baptiste Gastine, j'aimerais juste dire que j'ai appelé le directeur du Cotentin aujourd'hui. On voit vraiment la marque et le résultat positif de cette action, puisque on était à 1000 validations par mois. On est passé à 4000 en un an. On a fait x4. Et donc, à l'heure où il faut absolument passer au report modal et laisser les gens... L'offre urbaine a été beaucoup intensifiée toutes ces dernières années. Il faut absolument qu'on fasse monter dans nos transports en commun les ruraux, les périurbains. Et donc, à la fois cette intermodalité autour de Caen et autour de Cherbourg, voilà, la région Normandie et les deux agglomérations, puisqu'il faut être plusieurs pour signer ces conventions. Voilà, c'est un réel succès. Et donc je suis ravi de remettre le prix de l'intermodalité tout de suite. Je peux le remettre maintenant ? Bien sûr. Et ben, voilà, félicitations. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Gastine, pardon. Alors, vous allez effectivement nous en parler. C'est une expérimentation d'intégration tarifaire qui vise à faciliter l'accès aux services ferroviaires régionaux. Tout d'abord, quel retour d'expérience ? Est-ce que la population l'a utilisé ? Avec quels résultats ? Est-ce qu'il y a eu des freins ? Et dans un second temps, est-ce que c'est un dispositif qui est destiné à s'étendre ? Et si oui, comment ? Oui, alors c'est plus une expérimentation maintenant, hein. C'est en vigueur, ça marche bien. Sylvain Picard a donné les chiffres pour l'agglomération du Cotentin. En un an, depuis le lancement en fait de cette offre, on a multiplié par 4 le nombre de validations en gare de Valogne à destination de Cherbourg. C'est pour l'essentiel des navetteurs, mais pas que. Et évidemment, vous voyagez donc sur un peu plus de 25 km au tarif métropolitain, au tarif du réseau urbain du Cotentin. Et donc, on est passé de 8 € à 1 €. Et cette incitation tarifaire a multiplié les voyageurs, comme l'a indiqué Sylvain. Et j'insiste et je dis évidemment, puisqu'on est dans l'intermodalité, ils peuvent continuer leur chemin dans le Cherbourg, dans l'agglomération, en continuant à utiliser les bus de l'agglomération du Cotentin. On a fait la même chose à Caen, le même principe, avec une gare qui est cette fois à 13 km de Caen, qui s'appelle Bretteville-Noret. Et on est sur la ligne Caen-Cherbourg et sur la ligne Caen-Granville. Là, on est passé d'un tarif qui était de 4 € à un tarif de 1,60 €, mais avec des résultats tout à fait comparables. On a fait un sondage auprès des utilisateurs et un peu plus de 40% d'entre eux nous ont dit qu'en effet, ils avaient basculé de la route vers le rail. Voilà, donc on a bien l'intention de continuer. En fait, c'est au Havre que tout ça a commencé, puisque pour la première fois, il y avait un train régional au Havre, dans l'agglomération du Havre, qui reliait le Havre à Montivilliers. Voilà, c'est la deuxième ville de l'agglomération. Et ça a été fait il y a très longtemps. On permettait aux gens de relier Montivilliers à Le Havre en utilisant le ticket du réseau de l'agglomération du Havre. Et notre intention, c'est de le faire à Rouen, avec un potentiel encore plus important, parce que en Normandie, Rouen est un véritable carrefour ferroviaire, avec plusieurs lignes ferroviaires qui convergent vers le centre de la métropole, vers la gare de Rouen. Et donc, c'est à ça qu'on travaille maintenant. Une très belle réalisation. Je vous laisse prendre la pause pour la photo. Et juste après la photo, nous passerons au prix du développement durable, donc une réalisation qui aura contribué davantage à justifier la réputation verte de nos transports publics. Et pour ce prix, les nominés sont la région Normandie et la région Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas de remettant, je vous révèle donc directement le lauréat, qui est la région Aquitaine, pour ses arrêts à la demande en Haute-Corrèze. Et pour recevoir ce prix, je rappelle Rémi Justinien, conseiller régional à Nouvelle-Aquitaine, à venir me rejoindre sur scène. Alors, vous aviez défini dès 2019 une feuille de route en faveur de la transition écologique qui s'appelle Néoterra. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, les orientations de son rapport et son impact sur vos actions publiques ?
Oui, donc Néoterra, c'est l'écologisation, un terme qui était cher au philosophe Bruno Latour et qu'avait repris dans un livre Hubert Védrine au moment du Covid. Donc on a choisi d'écologiser toutes nos politiques publiques. Et par exemple, la politique ferroviaire fait partie évidemment, est une politique importante pour la région. Et donc cette expérimentation-là fait partie de la feuille de route Néoterra. On a fait travailler pendant 10 ans, je dis on, j'étais pas encore conseiller régional, mais c'était Alain Rousset, son équipe, mes prédécesseurs. On fait travailler environ 450 scientifiques pour voir comment la région Nouvelle-Aquitaine s'adapte au réchauffement climatique. C'est là qu'on a su que la région avait pris au XXe siècle 1,4 degré, qu'elle en aura 1,5 degré à minima d'ici 2032, 2033. Donc voilà, on s'adapte par rapport à une réalité. J'ai entendu parler de COP21 tout à l'heure. C'est tout ça qui fait que Néoterra, c'est l'écologisation de nos politiques publiques. Et on aime bien aussi expérimenter des choses. Alors, c'est une fausse expérimentation, parce que ça existait il y a longtemps, ça. Mais également expérimenter ça sur des territoires qui paraissent un peu peut-être loin de Bordeaux. Là, on est en Haute-Corrèze, donc là, on est presque déjà en Auvergne. On est aux confins du plateau de Millevaches. Pour ceux qui ont connu ce territoire-là, c'est un territoire très agréable d'ailleurs, où il fait bon marché, mais c'était le territoire de Jacques Chirac, d'Henri Queuille, donc des gens qui ont pesé, Henri Queuille notamment, qui a participé à la création de la SNCF, je le dis à dessein ce soir. Et on a décidé sur 3 haltes d'expérimenter ce fait de haler le conducteur. Vous êtes sur le quai, levez le bras, le train s'arrête, et une fois que vous êtes dans le train, au retour ou à l'aller, vous dites au contrôleur qui est dans le train que vous voulez descendre, au contraire. Donc ça marche dans les deux sens, et ça marche très bien. Les retours sont très positifs. On a lancé ça le 11 décembre dernier, sur des territoires qui se disent, bon, nous on est vraiment... on est loin de Clermont-Ferrand, on est loin de Bordeaux, on est loin de Limoges. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à la mobilité alternative? Comment je fais pour aller à Limoges ou Brive pour aller travailler quand on habite Ussel, qui est le secteur concerné? Et donc on va voir jusqu'à décembre pour voir si ça fonctionne. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on est très intéressé pour continuer. Et parce qu'on a sur les 3410 lignes, 3410 km de lignes qu'il y a en région, il y en a qui peuvent être concernés également par cette expérimentation, donc j'espère que ça pourra se faire. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vais vous remettre ce prix. Passons au prix du tourisme ferroviaire, qui récompense une initiative ou une réalisation permettant la valorisation d'une ligne de chemin de fer ou de plusieurs au sein d'une région. Et pour remettre ce prix, j'invite Claude Steinmetz, président de l'UNECTO et également directeur ferroviaire de Transdev, à venir me rejoindre sur scène. Bonsoir. Merci. Bonsoir, cette fois-ci c'est effectivement avec la casquette de président de l'Union des chemins de fer touristiques que j'interviens, accompagné donc de Nicolas qui est un de mes administrateurs, en charge notamment de la région concernée ce soir. Donc l'Union des chemins de fer touristiques, c'est 100 chemins de fer en France, c'est 1500 km de voies que nous entretenons, et au-delà de ça, c'est plus de 400 matériels que nous gérons au quotidien, donc soit par le biais d'associations, beaucoup d'associations, plus de 90 associations, mais également des groupes comme Transdev ou la SNCF. Voilà en quelques mots. Je vous propose de révéler d'ores et déjà qui est le lauréat de ce prix. Le lauréat de ce prix est la région Sud. Et j'invite Jean-Pierre Cérus, vice-président au transport de la région, à venir nous rejoindre également sur scène. Alors, Claude Steinmetz, l'UNECTO œuvre à préserver le patrimoine ferroviaire en valorisant le développement du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette victoire de la région Sud, puis nous faire partager votre expérience sur la manière dont ces lignes de chemin de fer touristique participent à l'attractivité d'une région? Tout à fait. Donc on peut dire d'une part qu'on est ancré dans le territoire, ancré très fortement dans le territoire, et nous travaillons au quotidien avec les élus, avec les services, j'allais dire parfois pour convaincre l'État, notamment en région sud où il y a de la sécheresse, nous roulons avec des véhicules à vapeur,
Donc tout ça entraîne des contraintes techniques. Et j'allais dire au-delà de ça, il y a des opérations quotidiennes qui se font. Et je passe la parole à l'administrateur en charge justement de cette belle région, qui va nous dire en quelques mots toutes les actions menées par la région à nos côtés. Merci Claude. Ce qui nous a fait choisir la région Sud, c'est un certain nombre d'initiatives qui existent depuis longtemps, qui sont portées et qui se poursuivent et sur lesquelles vous apportez un soutien qui est incontournable. Je pense notamment, le premier exemple que je vais prendre, c'est le Train des Merveilles. Le Train des Merveilles, il a commencé en version d'été, il y a désormais une version hivernale qui permet tout au long de l'année de découvrir cet endroit. Un soutien aussi à l'écomusée de Breil-sur-Roya. Et Dieu sait que la vallée de la Roya a eu besoin d'un sacré coup de main. Et puis le clin d'œil de cette année pour Uneto, ça a été de compléter la collection, puisque Renault ne souhaitait plus conserver une machine historique, un exemplaire unique, qui a rejoint la vallée de la Roya, et on est très content de la savoir entre de bonnes mains dans la vallée de la Roya. Dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes de Provence, le produit touristique, c'est avec les chemins de fer de Provence, évidemment, dans un mode transport public moderne et climatisé, puis dans un mode un peu plus vintage, avec le train à vapeur, le train d'Épines. Et puis ce train a mis en service un autorail historique cette année, qui est encore un plus. Donc ça nous plaît énormément en tant que garant un peu de ce patrimoine ferroviaire. Dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes, la région a aussi soutenu un certain nombre d'associations et de collectivités pour poursuivre cette démarche innovante dans le tourisme ferroviaire. Et puis, on redescend après sur Avignon, où il y a aussi, la région aide aussi une association dans la mise à disposition de voitures corail. Et puis, en discutant ce week-end, on avait un super festival en Seine-et-Marne. Ils m'ont expliqué qu'il y avait une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un gros investissement sur le matériel corail, et ils ont bien vu qu'ils pouvaient bénéficier de la présence de cette nouvelle activité. Le Var, alors dans le Var, il y a une situation qui est un petit peu particulière à Carnoul, autour de Carnoul, avec une ligne qui n'intéresse que pour un train historique, et on se bat pour que ça perdure et que ça se maintienne. Et puis il y a l'initiative que le centre Var s'exporte parfois l'été sur le Vénart. Et je suis très fier de ce Vénart, parce que l'année dernière, il a eu un petit coup de chaud avec son problème d'infrastructure, et que c'est Grand Est, et en l'occurrence l'association dans laquelle je suis, qui a filé un coup de main pour aller rouler dans ce superbe endroit autour de Veynes. Voilà, donc on voulait récompenser la région Sud pour toutes ces initiatives que vous portez, que vous supportez depuis longtemps, et puis l'engagement, parce qu'il y a des sujets qui sont faciles, d'autres un peu moins. Merci encore à la région Sud. Jean-Pierre Sarius, la région s'engage effectivement depuis des années en faveur du développement et de la modernisation des lignes de chemin de fer touristiques. Et vous avez sur ce thème un exemple très parlant que vous venez d'évoquer, celui du chemin de fer de Provence avec le train d'Épines, désormais partie intégrante du réseau de transport de la région. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et plus généralement sur votre politique publique en la matière ? Alors la région Sud, ça ne vous étonnera pas, attache beaucoup d'importance à la fois à la transition écologique, mais également au tourisme. Voilà, l'activité touristique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 3 marques au monde, et donc nous recevons beaucoup de tourisme. Encore une fois, beaucoup de cohérence. Notre plan climat nous amène aussi à décarboner et à faire du report modal. Donc on trouve, avec le président Renaud Muselier, que le tourisme ferroviaire est un tourisme décarboné. On aurait pu d'ailleurs rajouter tout ce que nous faisons aussi pour coupler le vélo, qui est une activité touristique décarbonée, avec le train également. Donc pour revenir au chemin de fer de Provence, une vieille ligne dont nous sommes devenus propriétaires, construite entre 1891 et 1911. On l'a sauvée, cette ligne, et aujourd'hui nous la développons. D'abord parce que dans le bas de la ligne, c'est une ligne, on va dire, de conurbation, depuis Nice jusqu'à toute la vallée du Var. Et ensuite, ça devient une ligne interterritoire, et le plus souvent possible, une ligne touristique. Donc déjà, la ligne s'appelle le train d'Épines. Vous pouvez partir de Nice et aller jusqu'à Digne, traverser des paysages absolument somptueux, et simplement en vous déplaçant. À cela s'ajoute, comme vous l'avez souligné, un partenariat avec une association qui est tout à fait formidable, et on a une machine de 1924 à vapeur qui conduit les visiteurs.
Je voudrais faire quand même 2 remarques par rapport à ce prix. D'abord, je voudrais remercier SNCF Réseau. Alors, c'est pas sur la ligne des chemins de fer de Provence, puisque là, la région est propriétaire, et j'en dirai un mot. Mais je veux vraiment remercier SNCF Réseau et l'ensemble de nos partenaires, parce que tous ensemble, on arrive à faire parfois des miracles ou en tout cas des prouesses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que évidemment, tout ça s'accompagne là aussi de décisions budgétaires très importantes. La ligne des chemins de fer de Provence, dans les 10 années qui viennent, ça va être 100 millions d'euros d'investissement, dont le renouvellement complet du matériel. Je rappelle que c'est une ligne métrique. Donc on est évidemment dans une configuration absolument particulière. Donc voilà, derrière cette magnifique activité touristique, il y a aussi une activité de mobilité et de mobilité durable, et en tout cas la volonté de la région de concilier le tourisme et la transition écologique. En tout cas, merci pour ce prix. Et merci à vous. Après la photo, nous passerons au prix de la notoriété qui récompense un vecteur de communication à destination des voyageurs dans une région. Et pour ce prix, les nominés sont la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Normandie. Et sans plus attendre, le lauréat de ce prix est la région Normandie pour sa campagne de communication au dos des camions. Pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre à nouveau sur scène Jean-Baptiste Gastine, vice-président au transport à la région Normandie. Jean-Baptiste Gastine, c'est une campagne de communication en faveur de la promotion du rail dans votre région. Au-delà du message, quelles ont été les conditions de sa mise en place et pour quels résultats aujourd'hui ? Oui, il s'agissait de communiquer sur l'autoroute A13 et d'autres axes importants, mais d'abord sur l'autoroute A13 parce que les grandes lignes normandes offrent une alternative ferroviaire à l'alternative routière, autoroutière, puisque les grandes lignes, c'est Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg, avec l'embranchement vers Deauville. Et cette campagne, elle a été faite au printemps 2022. Il s'agissait aussi de faire savoir qu'on avait investi énormément d'argent dans ces grandes lignes normandes. Nous, la région Normandie, parce que nous avions pris la compétence, ce 1er janvier 2020, sur ces lignes anciennement intercités, et donc anciennement sous la compétence de l'État. On a investi près d'1 milliard d'euros, 700 millions d'euros dans du matériel neuf, 100 millions d'euros dans un nouvel atelier de maintenance, des investissements aussi sur l'infrastructure. Et donc, il fallait faire savoir aux Parisiens, aux Normands, aux touristes, qu'il y avait eu un saut de qualité dans l'offre ferroviaire entre Paris et la Normandie. Et c'était le sens de cette campagne de communication. Les résultats, d'abord, au début, un peu compliqué de les mesurer, parce qu'en 2021, c'était les années Covid, et les résultats de cette campagne de communication, avec aussi le résultat des investissements, c'est que pendant l'été 2022, on a augmenté de 14% le nombre de voyageurs sur ces grandes lignes normandes. Voilà. Et la fin de l'année 2022 est à peu près, et le début de l'année 2023, à peu près dans les mêmes ordres. Et bravo pour cette belle réalisation. Merci beaucoup. Passons maintenant au point d'orgue de cette cérémonie. Avant le prix spécial, nous passons au Grand Prix des régions. Pour ce prix, il n'y a pas de nominé car il récompense la région dont l'action globale dans le domaine des transports régionaux a été jugée la plus méritante au cours de l'année passée. Et pour remettre ce prix, j'appelle Antoine de Rocchini, secrétaire général chez SNCF Voyageurs, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Je vous propose de révéler d'ores et déjà qui est la région lauréate. Eh bien, la région lauréate est la région Occitanie. Et j'appelle pour recevoir ce prix Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge des transports à la région, à nous rejoindre sur scène. Avant de vous donner la parole, Antoine de Rocchini, les défis sont nombreux dans le ferroviaire. Vous en avez d'ailleurs
évoquaient certains tout à l'heure. Quels enjeux pour le secteur et pour les autorités organisatrices de transport, dont bien sûr la région Occitanie? On en a effectivement beaucoup parlé tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire face à la croissance du trafic, comment on arrive à la stimuler aussi compte tenu de l'urgence écologique qui pèse sur le pays. Et c'est pour ça que moi je suis très fier de remettre ce prix à la région Occitanie. Juste un mot, c'est un prix un peu particulier. Alors d'abord, premièrement, pardon, j'en profite pour excuser Jean-Aimé Mougenot qui a l'habitude de remettre ce prix, mais il était pris dans un grand séminaire interne aux équipes TER, donc il ne pouvait pas être là. Mais c'est un prix qui est important parce qu'à la fois il récompense une région pour son volontarisme et pour ses résultats. C'est bien d'avoir du volontarisme, c'est bien aussi quand ça se traduit dans les résultats. Et vous avez tout à l'heure donné le chiffre de la croissance du trafic qui est extrêmement forte. Et puis c'est aussi un prix qui repose sur des notes ou un classement fait par les usagers, par les utilisateurs, puisque depuis 2 ans, vous interrogez avec la FNOT les associations. Et donc c'est important, c'est le prix du cœur ou le prix du public. Et et en plus, je crois que c'est la 2e fois en 5 ans que vous le recevez. Donc ça montre aussi de votre obstination et votre persévérance. Merci beaucoup. Jean-Luc Gibelin, la région Occitanie, récompensée du Grand Prix pour votre politique volontariste, effectivement, en faveur du rail, notamment avec vos réouvertures de lignes, réalisées ou annoncées, vos politiques de solidarité territoriale, solidarité sociale, la relance des trains de nuit, côté exploitation, une nouvelle convention signée avec la SNCF, prévoyant des objectifs ambitieux de fréquentation et un RER métropolitain ou autre appellation, effectivement, pour la métropole de Toulouse. Je vous laisse la parole pour commenter cette belle victoire. Merci. Mais vous avez presque tout dit. Merci du choix. Déjà, je veux évidemment associer les équipes de la région et les équipes de SNCF Voyageurs, parce que c'est bien dans le cadre d'un travail en commun que cela a pu se faire. Ce qui est à l'écran, c'est une de nos rames LIO, avec à la fois le flocage qui a été fait, mais c'est aussi sur le fait qu'il y ait eu cette réouverture en août dernier, de la première des lignes réouvertes sur la liaison sur le Gare rhodanien entre Pont-Saint-Esprit, Bagnoles, Avignon et Nîmes. C'était un engagement pris par la présidente en 2016 à la suite des États généraux du rail et de l'intermodalité. Ça a été un travail important mené avec les équipes de SNCF Voyageurs et avec les équipes de SNCF Réseau, que je veux aussi associer pour arriver à convaincre le PSF que c'était pertinent de réouvrir aux voyageurs cette ligne circulée tous les jours par des trains de fret et occasionnellement par des TGV quand ils sont en situation perturbée. C'est la première des réouvertures. Il y en a d'autres qui sont maintenant annoncées, vous l'avez dit. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec Montrégeau-Luchon l'année prochaine, avec Alès-Bessèges l'année suivante ou l'année d'après encore. C'est une volonté forte d'avoir ces réouvertures de lignes. Ça a été aussi celle d'avoir une gamme tarifaire très attractive qui nous permet d'avoir le TER le moins cher de France, avec une volonté très forte de soutenir celles et ceux qui sont dans le cadre d'abonnements annuels, mais aussi d'attirer les nouveaux, avec en particulier un travail depuis 2 ans sur les 18-26 ans, où nous avons augmenté de manière considérable le nombre d'usagers du train entre 18 et 26 ans. Nous essayons de concrétiser ce qui a été pendant un moment un slogan du groupe SNCF, de faire préférer le train à travers notamment la gamme tarifaire et les propositions. Et puis, vous l'avez indiqué, c'est cette convention avec le groupe SNCF qui sera concrétisée, nous l'espérons, dans les semaines qui viennent par à la fois une signature avec Christophe Fanichet pour le texte propre de la convention, mais probablement quelques semaines après, un texte plus global qui en marquera l'ensemble du groupe SNCF, pour lequel évidemment nous convions Jean-Pierre Farandou à être parmi nous. Donc vraiment beaucoup de plaisir à recevoir ce prix. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que c'était
tout à fait la deuxième fois que nous l'avions. Nous continuons à être engagés pour le développement des transports en général et à l'intérieur du développement des transports, bien évidemment les transports en TER. Vous avez indiqué nos actions sur les trains de nuit. Nous sommes très fiers d'être la région dans laquelle il y a le plus de trains de nuit aujourd'hui qui arrivent. Alors certes, notre place géographique peut y contribuer, mais ce n'est quand même pas rien de l'avoir et nous sommes attentifs à leur développement en harmonie avec nos TER. Merci. Bravo à la région Occitanie. Il s'agissait du point d'orgue de cette cérémonie, mais nous avons, comme l'a dit en préambule Frédéric Desmarquettes, un prix spécial VRT que nous allons remettre ce soir pour la première fois. Frédéric Desmarquettes, directeur général du groupe La Vie du Rail, à qui je laisse la parole pour introduire ce prix. Merci Nicolas. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait maintenant 442 jours que la guerre fait rage en Ukraine. Cette guerre, nous, le groupe La Vie du Rail, Ville-Rail Transport, nous la suivrons de très près. Dès les premiers jours, nous avons pris contact avec les dirigeants des chemins de fer ukrainiens qui nous ont décrit leur vie au lendemain de l'agression. Ils nous ont parlé de la destruction, des attentats, des journées sans fin, des nuits sans fin, des amis, des familles séparées, mais jamais n'ont-ils remis en question cette volonté incroyable des cheminots pour continuer à faire fonctionner leur réseau. Le réseau est la colonne vertébrale de l'Ukraine en ce moment. Ces hommes et ces femmes, la famille en acier, comme ils sont appelés, ne sont pas invincibles, car plusieurs ont péri alors qu'ils étaient en activité. Mais à aucun moment, ils ont baissé les bras. Il fallait évacuer d'abord les réfugiés, puis les blessés. Il a fallu réparer, reconstruire, déminer, relancer sous les attaques incessantes. Sans défaillance, ils ont fait face à l'adversité avec toujours cette volonté de repousser l'ennemi. Les histoires d'héroïsme sont assez multiples. Je fais juste une petite anecdote. La semaine dernière, la gare de Kherson a été bombardée juste avant le départ d'un train. Il est quand même arrivé à bon port avec 116 passagers à bord, avec seulement 14 minutes de retard. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que nous décernons ce prix spécial européen aux hommes et aux femmes de la famille d'acier des chemins de fer ukrainiens. Et juste avant de décerner ce prix, nous allons passer un court message envoyé hier par M. Berzowski, qui est le CEO des voyageurs des chemins de fer ukrainiens. Dear friends, greetings from here, from Kyiv Central Station, and on behalf of our 200,000 plus of Ukrainian rail workers, very, very warm thank you for the recognition, for the award that is received by Ukrainian Railways. This is a great way to pay tribute to hundreds of railway men and women who were killed in the war, but it's also a great inspiration for all those workers who are day and night going to repair the tracks, heading to the train stations to ensure that everyone is moved safely, running the trains, keeping them clean, and so on and so forth. Thank you so much. This is a great sign of unity of the railway community, and merci beaucoup. Pour recevoir ce prix, j'appelle Nikita Biloblovski, deuxième secrétaire à la section économique à l'ambassade d'Ukraine en France, pour recevoir le prix. Alors, je vous laisse aller au photocall. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Non. Eh bien, bravo pour votre résilience. Pour clôturer cette soirée, je demande à tous nos lauréats et remettants de regagner une dernière fois la scène pour une petite photo de famille dans le magazine. Au nom de l'ensemble des équipes de VRT, je tiens à remercier tous nos partenaires dont les logos s'affichent à l'écran.
et grâce à qui cet événement est possible. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous invite à partager avec nous un verre de l'amitié juste derrière. Merci.